Alors, bonsoir tout le monde. Je me présente, Jean-Sébastien Bédard. Je suis organisateur communautaire pour le CIUS de la Capitale-Nationale. C'est moi qui vais animer l'assemblée d'information et d'échange de ce soir, dans laquelle vont vous être présentés les résultats du projet Mon environnement, ma santé. Je tiens d'abord à souhaiter la bienvenue à tout le monde dans la salle. Également les personnes en ligne. On a des personnes en ligne avec nous. Tantôt, j'entendais qu'on était peut-être une quarantaine de personnes en ligne. Je tiens à vous remercier également pour l'intérêt que vous portez à l'important dossier de la qualité de l'air extérieur dans les secteurs de Limoilou, de Vanier, de Basseville, mais de la ville de Québec en général. La rencontre de ce soir a pour but de vous présenter les principaux constats, résultats, recommandations du projet Mon environnement, ma santé, mais également d'entendre vos questions, vos préoccupations et d'échanger avec vous. La présentation de ce soir constitue un point de départ, une première occasion en fait d'échanger avec les citoyens, puisqu'il y aura plusieurs rencontres qui seront prévues dans les prochaines semaines auprès des conseils de quartier et également auprès des organismes concernés par le projet. La soirée va se dérouler en deux parties. Donc, on va débuter avec un mot d'introduction du docteur André Dontigny, directeur de santé publique pour le CIUS de la Capitale-Nationale. Ensuite, il y a une présentation qui sera faite par le docteur Philippe Robert, médecin spécialiste en santé publique et en médecine préventive dans l'équipe, pardon, il y a un long titre, Santé et environnement de la Direction de santé publique du CIUS de la Capitale-Nationale. La présentation, oui, c'est long, hein? Donc, cette présentation durera approximativement jusqu'à 20h30. Par la suite, suite donc à ces deux prises de parole, nous aurons une période d'échange et de questions. Avant de laisser la parole à nos présentateurs, nous tenons à mentionner que la partie présentation sera enregistrée ce soir et sera disponible par la suite sur les différentes plateformes du CIUS. Donc, sans plus tarder, j'invite le docteur André Dontigny, directeur de santé publique, à vous adresser quelques mots. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Donc, en tant que directeur de santé publique, j'ai la responsabilité, appuyée par mes équipes, de surveiller en continu l'état de santé de la population de la Capitale-Nationale et de contribuer à l'amélioration de la santé et du bien-être de toute la population du territoire. Le projet Mon environnement, ma santé a débuté il y a plusieurs années car on partageait les préoccupations de plusieurs citoyens quant aux effets possibles des contaminants de l'air sur la santé. La contribution majeure des citoyens engagés sur les enjeux de qualité de l'air extérieur dans les quartiers de Limoilou, Vanier, Basseville, de même que le soutien de la Ville de Québec, a permis de rendre possible ce projet. Mon environnement, ma santé a été réalisé avec les acteurs du milieu, les conseils de quartier, le Conseil régional de l'environnement, l'organisme Vivre en Ville, la Ville de Québec, le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, certaines industries. Depuis au moins les 10 dernières années, cet engagement des parties prenantes a contribué à ce que nous fassions de la qualité de l'air extérieur une priorité en matière de santé publique pour la région. Le projet Mon environnement, ma santé, ce qu'on va vous présenter ce soir, c'est le fruit d'un travail rigoureux, d'un travail scientifique. Dans cette démarche scientifique, on a pris en compte les préoccupations des citoyens. On sait que les particules et les métaux préoccupent plusieurs personnes. On les a étudiés. On a aussi étudié les principaux polluants de l'air, comme les particules fines, le dioxyde d'azote, l'ozone. J'en profite pour remercier la Ville de Québec pour son soutien financier et sa collaboration à la démarche. Et nous avons quand même, dans les circonstances, oui, un soutien financier, mais une démarche qui est menée en toute dépendance, en respect de notre responsabilité professionnelle de santé publique. Dr Robert va maintenant présenter de manière détaillée l'essentiel des résultats des rapports qui ont été rendus publics aujourd'hui. Dr Robert. Merci. Merci à vous d'être là ce soir.
Donc, le plan de la présentation, on va faire un bref historique. On va parler des objectifs du projet MEMS, de la méthode, qu'est-ce qu'on a fait. Je vais ensuite surtout parler des faits saillants. Il y a 2 rapports publiés aujourd'hui, donc les résumés pour vous. Ensuite, on va parler des recommandations qu'on a développées, des actions qui sont en cours et à venir. Donc, en bref historique, vous savez, comme vous savez déjà, depuis plusieurs années, il y a des préoccupations sur la qualité de l'air dans Limoilou, Vanier, Basseville. La santé publique a participé à l'analyse de divers enjeux, l'épisode de poussière rouge, le nickel, des signalements en lien avec l'incinérateur. Et dans les années 2010, ça a mené à la création du CICEL, donc un comité intersectoriel sur la qualité de l'air, la contamination environnementale dans Limoilou. Par contre, ça devenait clair qu'il fallait avoir un projet plus global, qui allait analyser les sources, qui allait analyser les polluants de l'air de façon plus globale dans le quartier et dans les secteurs où on a documenté des inégalités de santé significatives, donc avec le reste de la ville de Québec. Et donc, en 2018, le projet Mon environnement, ma santé a débuté. Le projet Mon environnement, ma santé concerne les quartiers centraux. Donc, on s'est basé sur les territoires de CLSC, mais ça correspond assez bien aux quartiers Vieux-Limoilou, Lairet, Mézeray, Vanier, Saint-Sauveur, Vieux-Québec, Cap-Blanc, colline parlementaire, donc, mais vraiment la portion du bas. Le projet vise à déterminer, à fournir des nouvelles connaissances pour savoir quelle est la part des problèmes de santé du cœur et des poumons qui sont attribuables à la pollution de l'air dans ces secteurs pour les citoyens des secteurs. Un projet, comme Dr. Dontigny le mentionnait, est vraiment participatif. Donc, il y avait un comité conseil formé des représentants de 5 conseils de quartier, des organismes environnementaux, de certaines industries, de la ville et du ministère de l'Environnement. Le comité conseil nous a aidés à choisir les polluants, à choisir aussi les activités. Mon environnement, ma santé, c'est plusieurs projets de recherche en un. Également, nous a aidé à co-construire les recommandations. Recommandations qu'on assume évidemment comme direction de santé publique, mais c'est important de tenir compte des préoccupations du milieu. Ensuite, il y a eu un comité scientifique qui regroupait des experts de l'INSPQ, l'Institut national de santé publique du Québec, du ministère de l'Environnement et des chercheurs de l'Université de Montréal pour valider les méthodes utilisées et les rapports. Et finalement, le projet a été réalisé par les professionnels de la Direction de santé publique, mais aussi de l'Institut national de santé publique, en collaboration avec des chercheurs, notamment de l'Université de Montréal et de Santé Canada, et des consultants, un consultant. Et il a été financé par la Ville de Québec. Pour résumer mon environnement, ma santé en quelques chiffres, c'est 6 publications, 7 activités scientifiques, plus de 20 collaborateurs dans 17 organisations, un budget d'environ 400 000 15 contaminants étudiés. Ça nous a permis donc d'avoir 14 stations d'échantillonnage réparties dans la ville, 10 000 km parcourus durant 300 heures pour faire de l'échantillonnage mobile à différents endroits et 60 stations portables installées pour mesurer des contaminants et le bruit à travers la ville. Donc, on arrive aujourd'hui en mars pour présenter les faits saillants et 2 rapports. Par contre, il y a eu un travail en amont. Donc, en 2018, il y a eu un portrait des inégalités sociales de santé qui montrait des écarts de santé importants entre la Basseville, Limoilou-Vanier et d'autres secteurs de Québec et qui est une source de préoccupation pour nous. Également, un bilan initial de la qualité de l'air en 2019 qui regardait vraiment tous les contaminants et qui montrait justement, qui nous a aidé à prioriser les contaminants qu'on étudie plus en détail. Et bien aujourd'hui, les rapports. Évidemment, entre-temps, il s'est passé la pandémie. Les objectifs du projet MEMS, donc d'abord, on voulait décrire, mieux comprendre les différences entre les secteurs de Québec par rapport aux concentrations de plusieurs polluants, des particules fines, des particules de toutes les tailles dans l'air, également des métaux. On voulait aussi mieux décrire les concentrations à l'échelle locale pour plusieurs polluants. Et finalement, on voulait savoir les secteurs les plus affectés par les émissions industrielles, sachant que c'est une préoccupation du milieu. On voulait aussi estimer les impacts des particules fines, donc le contaminant qui a le plus d'impact sur la santé, sur 2 indicateurs de santé. On va y revenir. Ça a généré plusieurs nouvelles connaissances, donc notamment des cartographies de plusieurs contaminants dans la ville. Il y en avait à Montréal, maintenant on en a pour la ville de Québec, incluant les secteurs Limoilou, Vanier, Basseville, de mettre en perspective avec d'autres villes, d'estimer les impacts sanitaires des particules fines à une échelle d'un quartier, alors qu'on a des estimations pour le Québec, pour le Canada. De développer des stratégies d'échantillonnage, de mesures sur le terrain. Et ça a donné aussi des nouveaux indices sur la provenance des contaminants, donc ce qu'on présente ce soir, et des analyses plus approfondies des risques pour la santé. On y est arrivé par 3 types de méthodes. Donc, d'abord, analyser les concentrations pour 11 contaminants à 5 à 10 stations d'échantillonnage de l'air à différents endroits. On le fait pour les particules fines, pour les particules en suspension totale. Dans le fond, c'est toutes les particules qu'il y a dans l'air, peu importe leur taille, et pour 9 métaux.
le nickel, mais aussi l'arsenic, le plomb, le cobalt, donc différents métaux qui peuvent susciter des préoccupations. On a aussi fait des modélisations avec les chercheurs, donc de concentration à l'échelle locale, et on a utilisé plusieurs sources de données. Donc, les capteurs fixes, l'échantillonnage mobile sur la route, des données satellitaires, des émissions industrielles pour les différents contaminants. Vous voyez le bruit, ça peut sembler surprenant. On l'a inclus parce qu'on sait que les gens qui sont plus exposés à la pollution des transports sont souvent plus exposés au bruit également. Le bruit vient souvent des transports en ville. Et le bruit a des effets sur la santé qui sont similaires. Donc, oui, évidemment, il peut affecter le sommeil, la concentration, mais aussi la santé du cœur à long terme. Donc, c'est important pour nous de comprendre, mais d'en profiter pour aussi comprendre cet autre facteur-là qui a un impact et qui suscite quand même des préoccupations étant donné ses impacts sur la qualité de vie. Et finalement, on a estimé l'impact des particules fines sur 2 indicateurs de santé. Je vous montre ici les 14 stations d'échantillonnage. Donc, vous voyez dans le secteur à l'étude, Vieux-Limoilou, 2e, 3e, 8e avenue, la maison de naissance, donc située au cœur de Limoilou, une station dans Mézeray, au CLSC Orléans, une station à Vanier, au parc Victorin-Bocage, une station en Basseville, au CLSC Basseville, une station au collège Saint-Charles-Garnier dans Saint-Sacrement. Donc, quand je vais parler de la Haute-Ville, généralement, je fais référence à cette station-là. Une station à l'autoroute Henri IV. Pour nous, cette station est spéciale. Elle est située vraiment sur le bord de l'autoroute. L'idée, c'est d'avoir une idée de l'impact de la circulation routière sur différents polluants. Mais évidemment, personne n'habite là, directement sur l'emprise de l'autoroute. Une station à Sainte-Foy, la bibliothèque Monique Corriveau, sur la route de l'Église. Une station à l'école Les Primes Verts dans Champigny, donc plus à l'ouest, au sud-ouest. Et finalement, 2 stations en milieu rural ou à l'extérieur, donc à Notre-Dame-du-Rosaire et à Deschambault. L'objectif étant de pouvoir faire des comparaisons entre les quartiers. Je tiens à préciser, les stations, certaines d'entre elles sont des stations permanentes du réseau. D'autres stations ont été installées par le ministère de l'Environnement pour le projet MEMS. Et 3 stations, 2e, 3e, 8e avenue, ont été prêtées par le port de Québec, mais c'est nous qui avons fait les analyses. On a aussi fait de l'échantillonnage mobile. Ce que vous voyez ici, c'est les parcours, donc avec une automobile électrique, avec des capteurs. Donc, on a fait durant une année, 3 fois par semaine, des parcours, au total 10 000 km, pour prendre des mesures un peu partout, qu'on peut ensuite relier à la position de l'automobile pour faire des analyses. Donc, vous voyez ici le capteur qui est installé. Et finalement, de l'échantillonnage fixe, donc 60 petits capteurs comme ceux-là installés partout dans la ville. Si je recule en arrière, vous voyez les petits triangles noirs. Tous les chemins, les capteurs ont été choisis. En fond, les emplacements ont été choisis par une méthode statistique pour vraiment représenter la ville. Certains capteurs ont aussi été choisis par les membres du comité conseil pour des préoccupations particulières. Donc, on voit les petits capteurs. Donc, on est rendu au fait saillant, donc les principaux résultats qu'on a tirés de nos rapports. Je vais y aller avec un contaminant à la fois. D'abord, les particules fines. Juste pour expliquer c'est quoi, les particules fines, ce sont les particules qui sont dans l'air, qui sont assez petites pour se rendre jusqu'en profondeur dans les poumons. Donc, pour les organisations de santé publique comme nous, mais ailleurs au Canada, en Europe, aux États-Unis, ce sont les plus préoccupantes parce que comme elles vont en profondeur dans les poumons, elles font de l'inflammation, puis ça peut augmenter le risque de problèmes cardiaques ou de problèmes pulmonaires. Certaines sont même très, très petites, peuvent aller dans la circulation. Donc, c'est vraiment le focus, un des contaminants qui a le plus d'impact, ou le contaminant qui a le plus d'impact sur la santé. Pour avoir des particules fines, généralement, il faut de la combustion. Pour qu'elles soient assez petites, il faut que quelque chose brûle. Donc, ça peut être la combustion du mazout, du diesel, de l'essence, du bois, etc. Donc, c'est vraiment dans les grandes sources, les énergies fossiles, notamment de particules fines. On sait que les particules fines ont diminué dans les dernières années à Québec, dans Limoilou, Vanier, Basseville, puis de façon générale. Par contre, on constate que les impacts sont encore considérables. On avait des estimations à d'autres échelles. On a tenté de le faire à notre échelle. Et ce qu'on constate dans le secteur Limoilou, Vanier, Basseville, donc environ 90 000 personnes, l'exposition aux particules fines pourrait contribuer chaque année au développement de l'asthme chez environ 20 enfants. C'est environ 24 des nouveaux cas d'asthme et au décès prématuré de 33 adultes à cause d'une maladie cardiaque ischémique. Environ 15 des décès de cette cause-là. On l'a mesuré dans Limoilou, Vanier, Basseville parce que c'était le focus du projet. Si on l'avait mesuré dans d'autres quartiers, on va voir les concentrations, il y en a ailleurs aussi, on aurait eu des estimations de ce genre-là aussi dans d'autres quartiers de la ville. L'idée ici, c'est de voir que la pollution de l'air, même si la situation s'améliore, et même si en comparaison à d'autres pays du monde,
on est avantagé, il y a encore des gains potentiels qu'on peut faire pour la santé. Pour les mettre en perspective, on a aussi tenté de comparer avec le tabagisme. Pourquoi? Parce que le tabagisme, c'est un problème de santé qui est assez reconnu, de santé publique, assez reconnu. Donc, ça nous aide à voir à quel point c'est un enjeu de santé publique ou non. Pour l'asthme, ce qu'on constate, c'est que les particules fines ont 3 à 8 fois plus, dans le fond, entraînent 3 à 8 fois plus de cas d'asthme infantile que l'exposition à la fumée secondaire dans le quartier. Donc, pour nous, c'est plus préoccupant que la fumée secondaire pour cet indicateur d'asthme-là. Et pour les maladies cardiaques ischémiques, l'infarctus du myocarde ou du cœur, on constate que c'est à peu près autant que le tabagisme. Évidemment, dans l'ensemble, la fumée de tabac a beaucoup d'impact sur la santé. Des cancers, a des impacts sur à peu près tous les organes. Les impacts du tabagisme sont plus graves. Mais l'idée ici, c'est de voir que oui, ça contribue, la pollution de l'air a quand même des impacts sur la santé. Ce n'est pas seulement, par contre, un message spécifique à Limoilou. Et je sais qu'il y a eu dans la journée, à travers des médias, des gens qui se sont prononcés très clairs. Ce n'est pas une situation qui est seulement spécifique à Limoilou et on ne recommande pas de déménager ou on ne recommande pas à personne d'hésiter à emménager. J'emménagerais tout à fait avec mes enfants dans le quartier. Donc, je veux juste clarifier ça parce qu'il y a eu des choses qui ont circulé. Donc, dans la ville de Québec, ici, on parle de la ville au complet. Et c'est Santé Canada qui, au même moment que notre projet, a fait des estimations. Donc, ce que Santé Canada a conclu, c'est que dans la ville, les particules fines contribuent au décès de 270 personnes chaque année. C'est environ 6 des décès qui ne sont pas accidentels. Donc, pour nous, en santé publique, c'est considérable. Ça suscite des préoccupations. Ce n'est pas alarmant comme ça, mais ça fait partie des enjeux de santé publique sur lesquels on pense qu'il faut mettre plus d'efforts. Ça contribue au séjour hospitalier, des visites à l'urgence, des hospitalisations d'environ 160 personnes. Et il contribuerait aussi à environ 30 000 journées de symptômes pour des gens asthmatiques dans la ville de Québec. Tout ça représente des pertes de 2 milliards quand on regarde la mortalité. Si on associe une valeur à la mortalité, ça représenterait ça selon Santé Canada. Ce n'est pas des pertes pour le PIB ou des coûts de soins de santé. Et quand on regarde sinon tous ces impacts-là, ben, ça correspond à des pertes de 120 millions de dollars en perte de productivité, perte de qualité de vie ou coût de soins de santé. Donc, pour nous, c'est important parce qu'on sait que pour les décideurs, c'est des données qui peuvent être importantes pour agir justement. Maintenant, on va regarder plus spécifiquement dans la ville de Québec et dans les quartiers où il y a des particules fines. Ce qu'on voit ici, c'est une carte avec nos données, donc de la cartographie. On voit qu'il y en a quand même partout. Il n'y a pas d'endroit là où il n'y en a pas, c'est normal. Il y en a en fait partout au Québec, il y a un certain niveau. Il y en a davantage en ville, il y en a davantage à Québec, il y en a davantage à Montréal, il y en a davantage à différents endroits. Là où dans la ville, il y en a le plus, on voit en Basse-Ville ici, également en Haute-Ville, et ici dans la pointe de Sainte-Foy ou dans le secteur des autoroutes 540 et 40, notamment dans le secteur Le Champigny ici. Donc, c'est des endroits où il y en a plus. Vieux-Limoilou est ici, donc si vous voulez faire pour vous situer. On a aussi regardé, comme je disais, des stations d'échantillonnage qui permettent de comparer avec les lignes directrices ou les normes de qualité de l'air. Ici, vous voyez plusieurs stations. Comme les années n'étaient pas les mêmes, on a des barres pour chaque année pour comparer les mêmes années. Ce qu'on voit dans l'ensemble, vous avez la station Vieux-Limoilou, 3e avenue. Il y en a un peu plus qu'ailleurs dans la ville. Par contre, ce n'est pas non plus des différences énormes. Donc, si on regarde l'ensemble, ben, il y en a plus qu'ailleurs. Chaque unité fait une différence pour la santé, mais notre but à nous, ce n'est pas seulement de diminuer pour ramener ici, c'est vraiment de diminuer pour ramener partout à la ligne directrice de l'OMS. Ce qu'on voit sinon, c'est qu'à la maison des naissances, dans d'autres secteurs, c'est moins marqué. Et l'endroit à Québec où il y en a le plus dans ces stations-là, c'est à la station Prime-Vert, qui est située dans un quartier résidentiel à Sainte-Foy, qu'on connaît influencé par le chauffage au bois. Si on change, ici, vous voyez la même chose, mais séparée par saison. Donc, en bleu, c'est l'hiver. On voit qu'à peu près partout, il y en a plus l'hiver de particules fines. C'est particulièrement marqué à Sainte-Foy, mais on le voit aussi à Vieux-Limoilou, sur la 3e avenue, à d'autres endroits. Qu'est-ce qui peut augmenter autant l'hiver? Il n'y a pas énormément de choses. Probablement le chauffage au bois en grande partie. Les moteurs des véhicules froids pourraient émettre davantage, mais vraisemblablement davantage le chauffage au bois. D'autant plus qu'il y a d'autres études qui ont montré des augmentations, surtout en soirée, dans la journée. On voit que sinon, s'il y en a dans toutes les saisons, un peu plus en été.
là, pour différentes raisons, on ne peut pas mettre le doigt sur quelque chose en particulier. Quand on regarde maintenant l'influence des sources, quand on regarde en fonction des vents, donc ça, c'est des roses de pollution, je vais les regarder avec vous. On les a fait pour toutes les stations, mais je vous présente vraiment pour Vieux-Limoilou. Je vous en présente une. Ce qu'on voit, chaque triangle représente une direction de vent. Donc, si on prend le triangle blanc ici, ça représente les vents qui viennent du sud-ouest. Donc, il va dans cette direction-là. Donc, comme ça ici. Donc, les vents du sud-ouest. Et la taille du triangle montre la concentration quand les vents viennent de là. Donc, on voit qu'à Vieux-Limoilou, il y a plus de particules fines quand les vents viennent du sud-ouest. C'est 11,6 la concentration, alors qu'ailleurs, ben, ça varie là, entre 6, 7, 9, 10, puis c'est 11,6. Donc, il y a plus de particules fines quand les vents viennent du sud-ouest, donc traversent la ville. Quand les vents viennent du nord-est, donc c'est deux directions très importantes, parce qu'au nord-est, il y a quoi? Ben, les vents passent par le fleuve, puis ensuite par le port, ensuite par toute la zone industrielle et par l'autoroute Laurentienne ici. On voit que c'est aussi un peu plus élevé que dans les autres. Donc, il y a certainement une contribution, mais on ne peut pas non plus dire que toutes les particules fines viennent clairement de cette zone-là. Il y en a dans toutes les directions, et il y en a même un peu plus dans la direction sud-ouest. Donc, ce que ça veut dire pour nous, il y a plusieurs sources. Il y a des sources qui sont diffuses, qui sont situées à différents endroits. On ne peut pas dire qu'il y a une source prédominante là, qui explique la majorité des particules fines. Et on voit à peu près la même chose si on regarde aux autres stations. On a aussi fait, donc les chercheurs ont utilisé un modèle existant dans le reste du Canada pour évaluer où se répartissent les émissions, où va la pollution émise par les principales industries. Donc, c'est les industries qui déclarent à l'inventaire du gouvernement fédéral les émissions de particules fines. Donc, vous voyez les points verts, différentes industries qui sont situées un peu partout dans la ville. Et on voit, plus c'est foncé, plus il y a de concentration qui est attribuable aux industries. L'objectif, c'était de voir, en fonction des vents, en fonction du relief, où va la pollution liée aux industries. Donc, on voit qu'il y a des points plus foncés ici dans Vieux-Limoilou, aussi en Basse-Ville, Vanier, puis également en Haute-Ville, tout le long de la Haute-Ville. Les particules fines sont très petites. Elles sont portées par les vents rapidement, elles diffusent rapidement, et donc, c'est un peu ce qu'on voit ici. Elles se répartissent un peu partout. On le fait avec la modélisation utilisait les données de 2011. La raison, le modèle qui existait au moment de lancer le projet ne pouvait pas utiliser des données plus récentes. On sait qu'il y a une chercheure de l'Université de Montréal qui développe actuellement un modèle plus sophistiqué qui va permettre d'utiliser des données plus récentes, mais aussi d'intégrer d'autres ressources et qui va nous permettre de conclure à terme c'est quoi la concentration par rapport à l'ensemble des expositions, à l'ensemble des sources, d'avoir une meilleure idée quelle est la part des industries dans toute l'exposition. Ouais. Maintenant, on va regarder le dioxyde d'azote, qui est un autre contaminant. Le dioxyde d'azote, c'est un gaz qui vient principalement de la combustion quand on brûle des énergies fossiles, donc mazout, diesel, essence. Le dioxyde d'azote, c'est même considéré comme un marqueur de la pollution des transports. Donc, quand il y a du dioxyde d'azote, en général, c'est parce qu'il y a des transports qui vont émettre un mélange de contaminants. Donc, nous, on le regarde pas seulement pour les effets de la molécule, mais aussi ce que ça signifie comme exposition. On n'a pas, même ne visait pas évaluer, on n'a pas évalué les impacts du dioxyde d'azote quantitativement. Par contre, Santé Canada estime que dans la ville de Québec, c'est environ 23 décès prématurés par année. Ce qu'on voit dans la carte des concentrations de dioxyde d'azote qui a été modélisée, on voit en fait le réseau routier. En orange, c'est là où il y en a le plus. On voit que ça correspond assez bien au grand boulevard, boulevard Laurier, boulevard Charret, vraiment à tout le réseau routier dans la ville. On sait que les routes sont des sources importantes. On en voit particulièrement en Basse-Ville, en Haute-Ville également. On en voit dans le reste de la ville. C'est un peu moins, ça semble moins marqué à Vieux-Limoilou. Évidemment, il y a toujours des limites. Quand on l'interprète, on sait aussi qu'il y a beaucoup de camionnage, qu'il y a les trains, qu'il y a le port. Donc, il faut regarder l'ensemble. Et on a des recommandations qui touchent l'ensemble. Mais on voit vraiment que c'est beaucoup lié au réseau routier. Ensuite, ici, on voit la même carte que je présentais tantôt pour le dioxyde d'azote. Donc, on modélise les émissions des grandes industries. Ce n'est pas toutes les industries, encore une fois, c'est vraiment les plus grandes de dioxyde d'azote pour voir où elles se répartissent dans la ville.
On voit ici, donc, il y en a quelques industries. On voit qu'il y a vraiment une zone plus affectée qui est au centre de Limoilou, juste ici. Les chercheurs nous ont vraiment mis en garde. On ne peut pas comparer. Le but, c'est de voir la répartition. On ne peut malheureusement pas comparer les concentrations ici avec le niveau ambiant pour essayer de déterminer à quel point ça contribue. Le modèle qui est en train d'être développé devrait permettre de le faire. Maintenant, on sait aussi que c'est les données de 2011. J'ai été vérifié dans l'inventaire et en 2021, les émissions de dioxyde d'azote avaient diminué de 60 par rapport à 2011. Donc, on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça sera en 2021, mais on ne pense pas que ça aurait augmenté, ça aurait diminué parce que les émissions ont diminué dans l'inventaire. Je présente tout de suite le bruit. Pourquoi? Parce qu'on voit essentiellement le même type de carte. Donc, fortement lié au réseau routier, particulièrement au réseau autoroutier dans la ville. Et donc, on voulait je le présente en même temps que le dioxyde d'azote. Maintenant, l'ozone. L'ozone, c'est un autre des 3 grands polluants qui est suivi par les autorités de santé publique ou d'environnement à travers le monde. L'ozone, vous allez voir, est surtout présent en banlieue, donc en périphérie, en rouge, les couleurs plus foncées. C'est pas une surprise. C'est un phénomène qui est connu. L'ozone n'est pas émis directement. L'ozone se forme dans l'air à partir d'autres polluants. Ça peut être dioxyde d'azote, des oxydes d'azote, des composés organiques volatiles, surtout des polluants du transport ou toute la combustion d'énergie fossile. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'ils sont émis surtout en ville, quand on passe transport, etc. Les vents vont faire diffuser. Et aussi, en ville, euh, l'ozone va réagir avec des polluants pour devenir autre chose. Et donc, il va en quelque sorte disparaître là, ou se transformer. C'est pour ça qu'il y en a moins en ville. Mais si on veut vraiment réduire l'ozone, il faut réduire les émissions liées beaucoup au transport, combustion d'énergie fossile. Maintenant, on va regarder les particules de toute taille dans l'air. Dans notre jargon, on va dire les particules en suspension totale. Dans les particules en suspension totale, ce qu'il faut savoir, ils ont toutes les tailles. Il y en a les plus petites, c'est les fines, j'en ai parlé tantôt, celles qui ont le plus d'impact sur la santé. Les particules qui ont moins de 10 micromètres, donc les plus petites, peuvent être respirées, mais une grande partie sont des particules trop grosses pour être respirées, donc ne vont pas dans les poumons. Elles vont être captées dans la bouche, dans le nez, et donc représentent peu de risques pour la santé. On les a étudiées parce que c'est le meilleur indicateur qu'on a des poussières qui vont se déposer. Donc, s'il y en a plus, on assume qu'il peut y avoir plus de poussière qui va ensuite se déposer et c'était une préoccupation importante. On a aussi regardé la composition en métaux, donc je vais en parler après. Quand on regarde les différentes stations par saison, on voit qu'aux stations de Limoilou, Vanier, Basseville, donc Vieux-Limoilou, Maison des naissances, CLSC Basseville, Vanier, il y en a davantage qu'aux autres stations de la ville, Saint-Charles-Garnier puis Sainte-Foy, environ 30 à 45 de façon grosso modo. On voit que là où il y en a le plus, c'est à l'autoroute. Évidemment, on ne peut pas comparer directement parce que personne n'habite sur l'autoroute. L'idée, c'est plus de montrer que la circulation routière remet en suspension des particules, des poussières dans l'air. Et on sait qu'il y a quand même des autoroutes dans les quartiers qui teinturent les quartiers. On voit aussi qu'il y en a plus au printemps, partout, c'est comme ça. On pense qu'avec la fonte des neiges, tout ce qui s'est accumulé comme poussière durant l'hiver, ben, ça se remet en suspension dans l'air. Et on voit qu'il y en a évidemment plus qu'en milieu rural, donc à Notre-Dame-du-Rosaire, qui est vraiment un milieu forestier. Donc là, il y en a moins, mais c'est attendu. Quand on compare à l'ensemble du Québec, ça, c'est toutes les stations où le ministère de l'Environnement mesure les particules en suspension totale. Les stations ne sont pas choisies au hasard. Ils sont souvent pour évaluer des endroits où il pourrait y en avoir plus. Donc, on voit que Limoilou, Vanier, Basseville se retrouvent parmi d'autres stations qui sont soit des stations urbaines, comme Montréal dans Rosemont, ou des stations près d'autoroutes. À Anjou, on n'est pas très loin d'une autoroute, comme à Vieux-Limoilou, ou des stations de plus petites villes, mais qui ont des zones industrielles, comme Joliette, ou Saint-Jérôme. Évidemment, l'autoroute, ben, c'est là où on a le plus parce qu'on est très proche de l'autoroute. On va maintenant regarder les métaux. Vous allez voir, à travers les métaux, on va continuer de parler des particules en suspension totale. C'est juste pour ne pas répéter. Vous voyez ici, ça a l'air lourd, mais je vais l'interpréter avec vous. Donc, vous voyez les concentrations de différents métaux aux différentes stations de la ville. Donc, dans les couleurs chaudes au début, vous voyez les stations de Limoilou, Vanier, Basseville. Donc, Vieux-Limoilou, Maison de naissance, Basseville, Vanier. En bleu et en mauve, on voit les stations de la Haute-Ville et de Sainte-Foy. Et en noir, la station de l'autoroute.
Ce qui frappe, c'est vraiment pour le nickel où on voit des différences très importantes entre les quartiers. Donc, la station Vieux-Limoilou et Basseville ont vraiment des concentrations plus élevées qu'ailleurs, incluant à côté de l'autoroute. Ça ne nous surprend pas tellement. On sait que les vents qui passent du nord-est, qui passent par le port, vont d'abord toucher la station Vieux-Limoilou, ensuite la station Basseville. Et donc, le nickel, c'est vraiment un enjeu dans cet axe-là. Vous voyez qu'il y a même beaucoup plus de nickel à Vieux-Limoilou qu'à la Maison des naissances, qui est pourtant au cœur de Limoilou. Dans la Maison des naissances, en fait, on ne voit pas vraiment de différence là, avec la Haute-Ville. Donc, c'est vraiment un enjeu lié à l'axe des vents nord-est. Quand on regarde les autres métaux, bon, pour le cobalt, le plomb, ce que j'ai oublié de dire aussi, la ligne verte, c'est les recommandations sanitaires les plus basses, les normes de qualité de l'air, donc ce qu'il y a le plus bas. Donc, vous voyez, pour le cobalt, le plomb, l'antimoine ici, on est très, très en dessous. Donc, même s'il y a des variations, on est très en dessous des recommandations. Pour le cadmium et l'arsenic, on est plus proche, mais on voyait que c'est partout pareil. C'est attendu d'en retrouver en ville. Pour l'arsenic en particulier, c'était le niveau de fond dans l'air. Même s'il n'y a pas d'industrie, il y a toujours un peu d'arsenic parce qu'il y en a naturellement dans la roche. On en retrouve en milieu urbain et même en milieu non urbain. Là. Donc, c'est tout à fait dans le niveau normal, puis on ne voit pas de variation. Ensuite, pour le manganèse, vous voyez qu'on est en dessous. Là, ici, à l'autoroute, on a l'impression que ça dépasse. Il faut juste faire une précision. La norme s'applique aux petites particules. On n'a pas mesuré le manganèse dans les petites particules à toutes les stations. Donc, à l'autoroute, si on l'avait mesuré dans les petites particules, on serait probablement en dessous. Donc, ce n'est pas un enjeu de santé pour nous. Et finalement, pour le fer et pour le calcium, on voit des variations. On voit que c'est surtout à l'autoroute qu'il y en a, dans les deux. Peut-être un peu plus, mais ce n'est pas marqué dans certaines stations. Il n'y a pas de ligne verte. Les autorités sanitaires, Santé Canada, l'OMS aux États-Unis n'ont pas fait de ligne directrice pour le fer et le calcium dans l'air parce qu'ils ne sont pas plus toxiques que les particules elles-mêmes. Ça suffit aux concentrations habituelles dans l'air, comme celle-là, il n'y a pas d'enjeu de santé. Si on comparait aux valeurs pour les travailleurs, on est plusieurs milliers de fois en bas de ce qui est permis pour les travailleurs ou ce qui est considéré sécuritaire pour les travailleurs. Donc, pour nous, ça ne représente pas un enjeu de santé publique. Pour le nickel, je vais y revenir. Maintenant, je vous le montre juste pour, vous voyez qu'ici, on a mis les échelles pour voir vraiment bien les variations. Donc, pour, par exemple, le plomb, on peut voir certaines variations, mais on est très, très en bas du niveau de la norme québécoise, malgré tout. Une autre analyse qui a été faite, c'est de regarder les corrélations entre les différents contaminants. C'est-à-dire, quand dans une journée, il y a beaucoup de particules, est-ce qu'il y a beaucoup de fer? Ou est-ce qu'il y a beaucoup de manganèse? Ou est-ce qu'il y a beaucoup de nickel? Et là, j'ai mis des lignes partout où il y a des corrélations fortes entre les contaminants. On voit que les particules de toute taille sont fortement corrélées avec 3 métaux, le fer, le calcium et le manganèse. Ce que ça nous indique, c'est que ces 3 métaux-là sont présents dans la croûte terrestre, dans les poussières des sols. Donc, les journées où il y a plus de particules de toute taille, il y a plus de ces métaux-là. Donc, les sources sont probablement similaires, probablement des particules des sols. Ensuite, le nickel et le cobalt étaient fortement corrélés ensemble. Ça aussi, ça ne nous surprend pas. Dans le minerai de nickel, il y a aussi du cobalt. Donc, ça nous donne un indice sur la provenance, puis je vais y revenir après aussi. Enfin, on voyait que les particules fines, donc celles dont je vous ai parlé au départ, ne sont pas fortement corrélées avec aucun métal ou avec les particules. Ce que ça nous dit, c'est que les sources de particules fines ne sont pas nécessairement les mêmes. Ce n'est pas parce qu'il y a plus de particules fines, c'est pas parce qu'il y a plus de poussière dans un quartier qu'il y a nécessairement plus de particules fines. Ils ne varient pas de la même façon. Puis, c'est logique parce que les particules fines, souvent, comme je disais au départ, pour en faire, il faut de la combustion, il faut brûler. Ce n'est pas la même chose que des poussières. Ici, c'est une diapo, je pense, importante. Je vais l'interpréter avec vous encore. Les analyses en fonction des vents. Donc, ce que vous voyez en bleu, donc les lignes, les barres en bleu, c'est à quel point la concentration d'un métal augmente dans les journées où il y a beaucoup de vent du nord-est par rapport aux journées où il y a beaucoup de vent du sud-ouest. Ce qu'on voit pour le nickel, vous voyez que le nickel clairement se démarque là, au bout. Lorsqu'il y a beaucoup d'heures de vent du nord-est, il y a beaucoup plus de nickel dans l'air. Je vous rappelle, à Québec, il y a 2 grandes directions de vent. La majorité du temps, les vents viennent du sud-ouest, donc passent par-dessus la ville.
dans l'autre partie. Sinon, la deuxième direction, c'est nord-est, donc par le fleuve, par le port, par la zone industrielle, l'autoroute. Donc, pour le nickel, c'est très clair. Les pics de nickel surviennent quand les vents viennent du nord-est, donc passent par le port. Pour le cobalt, on le voit aussi. Si on met tous ces éléments-là ensemble, on voit que nickel et cobalt, c'est vraiment des épisodes de plus forte concentration. Quand il y a plus de nickel, il y a plus de cobalt, et les deux viennent des vents du nord-est. Il y en a plus dans ces quartiers-là. Donc, pour nous, ça soutient la conclusion du ministère de l'Environnement en 2013, comme quoi les épisodes de concentration élevée de nickel dans les Limoilou sont dus à la manutention du minerai de nickel au port de Québec. Si on regarde les autres métaux, on ne voit pas des effets aussi importants des vents. On le voit un peu pour le cadmium. On a de la difficulté à se l'expliquer, aussi parce qu'on voit que c'est aussi élevé en Haute-Ville. Et pour le reste, on peut voir un petit effet pour le calcium. Pour les autres, pas vraiment. Et pour les particules fines, ben, c'est l'inverse. Plus il y a de vent du nord-est, moins il y en a, donc c'est surtout quand ça vient du sud-ouest. Donc, ce que ça nous montre, c'est que oui, pour le nickel et le cobalt, on pense qu'il y a une source commune liée au transbordement de minerais de nickel, mais on ne voit pas ça pour les autres métaux. Pour les autres, on ne peut pas dire qu'il y a des variations tellement importantes dans les vents que c'est une source prédominante claire. On regarde maintenant les impacts sur la santé, parce qu'évidemment, c'est ce qui nous préoccupe et on voulait mieux comprendre. Pour le nickel, on a évalué les risques, on continue de penser que c'est un risque qui est très faible, mais pas nul. On voit que les concentrations depuis 2012 ont diminué. Il y a eu des efforts d'ailleurs lors de la manutention pour diminuer les émissions, ça a diminué. En ce moment, l'effet qu'on regarde, le risque de cancer, même si on l'estime de façon vraiment prudente, ça correspond à moins d'un cas. On n'observerait même pas un cas de cancer sur 70 ans dans toute la population de Limoilou-Vanier-Basseville. Donc, pour nous, c'est très faible. Par contre, si on compare comme santé publique, on considère qu'un risque nul, c'est quand il y a moins d'un cas sur 1 million de personnes exposées. Évidemment, c'est très, très faible. Et donc, on est quand même un peu au-dessus. Alors, on pense qu'il y a d'autres mesures qui peuvent être mises en place pour diminuer davantage. Ensuite, quand on regarde les autres effets à long terme, actuellement, on respecte les recommandations sanitaires, donc on ne s'attend pas à des effets respiratoires à plus long terme. Et quand on regarde la norme journalière, on constate qu'elle continue d'être dépassée là, entre 2018 et 2021, environ une journée sur 30, la norme actuelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Les risques pour du nickel nous semblent très faibles, mais un risque faible n'est pas nécessairement acceptable quand il y a des moyens de le réduire. Donc, on recommande encore de toujours réduire le minimum, surtout qu'on connaît la source. Maintenant, si on regarde les autres métaux, toutes les autres concentrations moyennes sont inférieures au niveau sécuritaire ou aux recommandations au niveau jugé acceptable pour la santé par les organisations de santé publique ou les normes de qualité de l'air. Donc, on voit qu'on est en dessous. Pour ceux où on s'approche, mais encore une fois, c'est sécuritaire pour l'arsenic ou le manganèse, ben, c'est similaire ailleurs dans la ville aussi. Donc, les autres métaux ne représentent pas pour nous un enjeu de santé publique. Si je fais un résumé, parce qu'il y a beaucoup d'informations, on voit que pour les particules fines, le dioxyde d'azote et l'ozone, elles ont des impacts encore considérables sur la santé, autant dans Limoilou, Vanier-Basseville, mais aussi dans le reste de la ville de Québec. Et pour nous, ça en fait une priorité de santé publique. On pense qu'on a des gains qu'on peut faire pour la santé de la population. On voit que les particules fines semblent provenir de sources multiples et diffuses. On aimerait ça pouvoir identifier si ça vient à 20 de là, 50 de là, 60 on ne peut pas. On voit que c'est réparti dans la ville. On connaît quand même certaines sources, chauffage au bois, transport, industrie. Pour le dioxyde d'azote et le bruit, ils semblent vraiment liés intimement au trafic routier, même s'il y a d'autres sources qui peuvent contribuer. Et finalement, on voit qu'il y a plus de particules en suspension dans l'air dans Limoilou ou dans Limoilou-Vanier-Basseville. On sait que ça peut affecter la qualité de vie des gens. Par contre, les sources de poussière plus globales semblent différentes des sources de particules plus fines ou des autres contaminants. Qui nous a amené à développer des recommandations. Très rapidement, très brièvement, avant que Dr. Robert vous présente les recommandations. Encore une fois, tout le descriptif qui a été fait, toutes les analyses qui ont été faites, on porte cette responsabilité là,
la qualité, en tout cas, on souhaite la qualité de l'information qu'on est en train de vous donner pour faire les distinctions là, qui vous ont été présentées. En ce qui concerne les recommandations ont été appuyées sur les échanges qui ont eu lieu avec un comité conseil qui a été décrit tout à l'heure par Dr. Robert, avec les grandes recommandations internationales aussi associées à l'Organisation mondiale de la santé, à d'autres types d'autorités. Donc, c'est sur cette base-là qu'on va vous présenter des recommandations. Donc, des recommandations qui résultent de notre appréciation de santé publique de la situation, construite donc dans ce contexte-là, on l'a dit tout à l'heure, comité conseil qui comprenait des citoyens, organismes comme Vivre en ville, Ville de Québec, volet industriel, ministère de l'Environnement, etc. On assume là, ce qu'on vous présente, donc ce qui s'en vient dans les prochaines minutes. Encore une fois, je réinsiste, comme Dr. Robert l'a fait, c'est une première soirée d'information dans un contexte où les rapports sont publics aujourd'hui. On va avoir l'occasion d'y revenir, mais il y aura d'autres occasions où on compte faire une tournée. On va y revenir tout à l'heure, parce qu'on comprend que c'est beaucoup d'informations de ce qu'on est en train de vous livrer ce soir. Donc, j'irai avec ça. Je vous laisserai y aller, Dr. Robert. Donc, comme le mentionné le Dr. Dontigny, les recommandations, on les a élaborées avec le comité conseil, notamment l'expérience des représentants, et on a aussi considéré d'autres bénéfices sur la santé et la collectivité. Donc, quand on pense à la mobilité durable, ben, il n'y a pas juste la qualité de l'air, il y a d'autres impacts sur la santé. Et finalement, les opportunités de lutte au changement climatique, parce qu'on sait que c'est le défi de notre siècle. Donc, l'OMS recommande de miser sur des mesures qui réduisent à la fois les émissions de gaz à effet de serre, mais qui améliorent aussi la qualité de l'air. Oh, OK. Donc, nos recommandations sont en 3 blocs. D'abord, on veut réduire l'exposition aux particules fines, au dioxyde d'azote et à l'ozone, donc qui sont beaucoup liés à la combustion, donc aux énergies fossiles, bois et d'autres procédés industriels. Donc, on mise sur la mobilité durable, des poêles à bois plus performants, le verdissement, les transports lourds et la combustion industrielle. On veut aussi réduire les impacts des poussières sur la qualité de vie des gens et réduire les risques liés au nickel, donc par une meilleure gestion des poussières et par une meilleure manutention du minerai de nickel. Et on pense, pour réussir à faire tout ça, c'est des mesures à court terme, à moyen, à plus long terme, qu'on doit aussi se donner une gouvernance renouvelée pour la qualité de l'air dans la région et adopter des cibles aussi pour atteindre progressivement les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Je vais survoler chacune des recommandations. Dans les documents qui sont sur le site web du CIUS, vous avez pour chacune des moyens, les moyens pour y parvenir qui ont été discutés avec le comité conseil, les justificatifs et les partenaires qui ont des leviers pour agir. Donc, première recommandation, je voudrais aussi préciser, euh, toutes les recommandations sont importantes pour nous. Il n'y a pas nécessairement un ordre. Je pense qu'elles ont tous leur place et elles sont toutes importantes également. Donc, une des recommandations, c'est d'accélérer la transition vers la mobilité durable, ce qui implique de réduire le volume de circulation et la capacité routière là, qui va traverser les quartiers plus centraux. On sait que les transports sont une source importante de particules fines, dioxyde d'azote. On n'a pas d'inventaire à l'échelle de la ville qui nous permet de dire c'est 25 les transports, 35 etc. On sait qu'à Montréal, c'est majoritairement les transports. On sait aussi que dans les milieux urbains, les transports ont plus d'impact. Si on regarde les gaz à effet de serre, là, on a des données. 70 des gaz à effet de serre dans l'agglomération de Québec viennent des transports. C'est 40 au Québec. Donc, on voit l'impact des transports. On pense que la qualité de l'air, c'est un incitatif supplémentaire pour accélérer le virage vers la mobilité durable. Parce qu'au-delà des bénéfices pour la qualité de l'air, la mobilité durable a aussi d'autres impacts bénéfiques pour la santé. On pense à un mode de vie actif. On sait on passe beaucoup de temps assis en ce moment. Et le manque de temps est souvent une raison évoquée. Donc, si on peut, dans notre mode de vie, être plus actif, c'est un avantage. Ça diminue le bruit aussi. On l'a vu à quel point donc, le bruit est associé au transport routier. La mobilité durable permet un accès plus équitable aussi à la mobilité. On sait qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de posséder une automobile ou des gens qui n'ont pas les moyens de la capacité de conduire. Dans une population vieillissante, c'est un enjeu. Et donc, on pense qu'il faut diversifier l'offre de transport pour permettre à tous de se déplacer. Et on sait que la mobilité durable, au-delà de ça, diminue les coûts pour les individus et pour la collectivité. Or,
on voit qu'entre 2001 et 2017, il n'y a pas eu d'amélioration notable dans la part des déplacements qui sont faits en transport actif ou en transport collectif. Donc, pour y arriver, on a identifié 8 moyens avec le comité conseil. D'abord, mettre en œuvre les politiques qui existent à la Ville, à la CMQ, au ministère des Transports pour la mobilité durable. D'augmenter la proportion des investissements en transport qui sont consacrés au transport actif et collectif pour donner plus de choix. On reconnaît qu'en ce moment, il manque d'alternatives à l'auto. Ensuite, de reconnaître aussi le principe du trafic induit. Donc, on sait que quand on augmente la capacité routière, à long terme, on augmente le trafic et on augmente, donc on va augmenter la congestion et les émissions. Donc, ça implique d'éviter tout projet qui augmenterait le volume de trafic dans la basse ville, où on voit d'ailleurs plus de pollution, un peu plus de pollution, plus affectée. Et on regarde, nous aussi, non seulement les niveaux de pollution, mais aussi les autres caractéristiques socio-économiques qui peuvent augmenter les risques. Puis enfin, on recommande aussi de planifier un certain transfert de capacité routière vers les modes actifs et collectifs. Ça implique, là, par exemple, la reconversion d'autoroute Laurentienne du Fremont-Montmorency en boulevard urbain. Et on recommande aux grands employeurs qui génèrent beaucoup de déplacements, le CIUS en fait partie, de s'inspirer des meilleures pratiques pour avoir un plan de gestion des déplacements, favoriser l'accès aux douches, casiers à vélo, etc., pour favoriser la mobilité durable des employés. C'est une des recommandations, mais ce n'est pas tout. En deux, on recommande aussi d'adopter une réglementation bonifiée sur le chauffage au bois dans les municipalités de la CMQ, donc la Communauté métropolitaine de Québec, et de renforcer la sensibilisation. Les particules fines viennent de plusieurs sources. Au Québec, la première, c'est le chauffage au bois. Santé Canada estime qu'au Québec, donc dans le sud du Québec, le chauffage au bois émet des polluants qui entraînent chaque année 1400 décès prématurés. C'est de loin la source qui en entraîne le plus dans les estimations de Santé Canada. C'est difficile après ça de déterminer à l'échelle locale. Ce qu'on sait par contre, à Québec, il semble y avoir une contribution du chauffage au bois. On voit que les concentrations augmentent en hiver. On sait on estime environ 25 000 le nombre de poêles à bois dans la ville de Québec. Et on sait que les particules fines voyagent rapidement dans l'air sur plusieurs kilomètres. Donc, même des poêles à bois en banlieue, on le voyait par exemple dans le secteur Prime-Vert ou Sainte-Foy, peuvent avoir un impact sur la qualité de l'air dans les quartiers plus centraux. Alors, pour nous, on pense que tous les citoyens, toute la population de la CMQ gagnerait à une meilleure qualité de l'air en ayant des poêles à bois qui sont plus performants parce qu'ils existent aujourd'hui. Juste donner une idée, un poêle à bois certifié peut émettre 70 moins de particules fines qu'un vieux poêle et utiliser 30 moins de bois, donc ce qui est aussi avantageux. Et on sait aussi que les poêles à bois ont un impact sur la qualité de l'air à l'intérieur des domiciles, donc d'où l'intérêt d'agir également. Donc, pour y arriver, on recommande à toutes les municipalités d'adopter une réglementation similaire à celle de la Ville de Québec. Et on pense aussi qu'il faut profiter de l'occasion pour que les nouveaux foyers d'ambiance qui vont être installés répondent aux normes, parce que des foyers d'ambiance, même s'ils sont utilisés moins souvent, bien, peuvent être mettre beaucoup plus même un vieux poêle à bois. On recommande que ça soit associé à un programme de subvention pour les ménages plus défavorisés particulièrement, ce qui peut nécessiter le soutien de gouvernement supérieur. Et on va travailler avec les municipalités pour la communication, l'évaluation de la recommandation. Ensuite, on recommande d'augmenter les efforts de verdissement et de déminéralisation. Ce n'est pas une panacée. Le feuillage des arbres, on sait, peut capter une partie, diminuer de quelques points de pourcentage les contaminants. Ça ne remplace pas, évidemment, la réduction des émissions, mais c'est une mesure qui a beaucoup d'autres bénéfices sur la santé. Et c'est une mesure qui est importante aussi pour les représentants citoyens avec nous. Donc, le verdissement, comme pour la mobilité durable, procure d'autres bénéfices. Donc, par exemple, ça peut rendre les quartiers plus résilients au changement climatique, diminuer la chaleur, la température en été, diminuer les besoins de climatisation, ça favorise l'écoulement de l'eau. On propose une cible simple, 3-30-300, que chaque personne puisse voir 3 arbres à partir de sa maison, ce qui assure une équité aussi dans la répartition des arbres, du verdissement. Viser une canopée de 30 dans chaque quartier et d'avoir que tout le monde ait accès à un espace vert à moins de 300 mètres, donc facilement. Pour y arriver, la Ville a déjà une vision de l'arbre, il y a de la plantation qui est en cours. Ce qu'on comprend, 75 des terrains n'appartiennent pas à la Ville. Donc, c'est essentiel de planter dans des terrains non municipaux. Donc,
on recommande à tous les propriétaires de terrain, mais particulièrement les grands propriétaires de terrain, on pense public, privé, les entreprises, centres commerciaux, les institutions, les propriétaires immobiliers, le réseau de la santé, le réseau scolaire, etc., de contribuer aux objectifs de verdissement dans la ville et particulièrement dans les secteurs concernés. La ville nous dit avoir beaucoup d'arbres à disposition. Donc, il y a un service pour les citoyens, mais il y a aussi avec le collectif Canopée du soutien pour planter sur les terrains institutionnels. Donc, on recommande à tous les partenaires de l'utiliser au maximum. Ensuite, on recommande de développer des plans d'action pour réduire les émissions des transports lourds, maritimes, ferroviaires, notamment grâce à l'électrification. Désolé. On sait que les transports lourds émettent davantage de polluants, principalement parce que les moteurs sont plus vieux et donc moins souvent aux dernières normes. Il y a plusieurs axes routiers importants. Le voie ferrée part à proximité de Limoilou. Donc, à plus court terme, on recommande d'améliorer l'utilisation de l'électricité ou d'autres énergies, notamment pour les navires de croisière à quai ou pour les locomotives dans la gare de triage pour réduire toute la marche au ralenti qui émet quand même beaucoup de polluants. Et on recommande aussi aux principaux donneurs d'ordre, publics, privés, d'exiger des sous-traitants qui utilisent des camions et des équipements plus récents à moindre émission, donc les camions certains camions de l'EPA aussi qui sont certifiés. Il existe des meilleures pratiques donc, pour réduire la marche au ralenti. À plus long terme, par contre, c'est un secteur qui nécessite de planifier la transition énergétique. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et donc, pour le libérer des énergies fossiles polluantes, ça doit être planifié. Comme les investissements vont devoir être priorisés, il y a beaucoup d'investissements à faire, on pense que c'est pertinent d'inclure un critère qui tient compte du désavantage de certains quartiers. En Californie, 25 des revenus de la bourse du carbone doivent être réinvestis dans des communautés désignées comme désavantagées sur la base de critères environnementaux, plus d'exposition à la pollution, ou socio-économiques ou de santé, donc lorsque le bilan de santé est moins bon. Donc, on pense que c'est une idée à considérer aussi. Voilà. Ensuite, on recommande d'intensifier la réduction des émissions des secteurs industriels, commerciaux, institutionnels, notamment avec la transition vers les énergies propres, puis en réduisant à la source la production de matières résiduelles à incinérer. On propose différents moyens pour y parvenir. Donc, il y a déjà de mettre en œuvre optimalement les actions du plan pour une économie verte, mais encore une fois, en priorisant des quartiers qui cumulent plusieurs facteurs de risque environnementaux ou socio-économiques. D'exiger l'utilisation de l'énergie propre dans les nouveaux bâtiments et de devancer le remplacement du mazout. Et de profiter aussi, en ce moment, il y a une mise à jour du plan de métropolitaine de gestion des matières résiduelles, donc vraiment toutes les mesures qui servent dans la communauté métropolitaine à gérer les déchets, diminuer, donc pour vraiment mettre en place la réduction à la source. Bon. On sait que le complexe de valorisation énergétique ou l'incinérateur contribue aux émissions dans le quartier Limoilou. On ne pense pas que c'est la principale source, ou que ça explique la majorité de l'exposition de la population, mais clairement, ça contribue. Donc, par contre, chaque moyen d'éliminer les déchets a des désavantages. Et donc, on pense qu'il faut d'abord réduire à la source. Il y a eu dans le passé, la direction publique avait été appelée à se prononcer, notamment avec l'incinérateur, et les études montraient que d'autres alternatives généraient au final plus de pollution et de gaz à effet de serre. Donc, on veut réduire, on met l'accent sur la réduction à la source. On recommande aussi de refaire la modélisation des émissions de l'incinérateur. Dans le passé, la modélisation indiquait que l'incinérateur a une faible contribution au niveau ambiant, mais il y a eu des critiques d'exprimer qui dépassent l'expertise de la santé publique. On pense qu'il faut la refaire. Par contre, depuis, il y a eu des filtres au charbon installés, des brûleurs au gaz qui améliorent la combustion et la biométhanisation aussi pourrait réduire de moitié la masse de déchets incinérés. Donc, on pense que c'est pertinent de le faire par la suite pour voir où on en est rendu. On recommande aussi de poursuivre les efforts d'atténuation des poussières qui viennent autant des activités industrielles, de la circulation routière, des travaux de construction. Depuis plusieurs années, la santé publique a mis en place le CICEL, le comité intersectoriel. Il y a plusieurs actions qui ont été mises en place, balayage des rues, etc., pour réduire les poussières. On identifie certains leviers, certains moyens d'aller plus loin. Notamment qu'il y ait un plan de gestion des poussières dans les chantiers de construction majeurs. Puis là, il y a différentes mesures qui peuvent être incluses. Ensuite, d'inclure d'emblée un mur anti-bruit végétalisé lorsqu'on refait des infrastructures routières importantes à moins de 150 mètres d'un quartier résidentiel, justement pour réduire les poussières et les autres polluants.
Il y a des procédures aussi lors de la manutention du minerai en vrac, donc ils doivent être respectés, et de poursuivre un projet de trame verte entre le secteur industriel et Limoilou pour justement diminuer les émissions de poussière. Enfin, pour le nickel, on recommande de mettre en place des nouvelles mesures d'atténuation à la source pour éviter les épisodes de plus forte concentration de nickel, pour minimalement respecter la norme québécoise, mais réduire le plus possible. Même si le risque est faible, s'il y a des moyens de le réduire, on pense qu'on doit le réduire encore. Voilà. Et encore une fois, bien, comme je disais plus tôt, plusieurs indices vont soutenir la conclusion du ministère de l'Environnement sur la source du nickel, donc au port de Québec. C'est aux partenaires de mobiliser les ressources et l'expertise pour y arriver. On note par contre l'engagement de Glencore et de la PQ à améliorer les processus. On pense qu'un audit indépendant sur les activités de manutention du nickel serait pertinent pour faciliter la compréhension de tout le monde sur le risque, mais aussi les options sur les coûts qui sont associés. Et on soutient la recommandation du GTCA, le groupe de travail du ministère de l'Environnement, qui disait de mettre en œuvre des opérations de chargement-déchargement du nickel avec des cales en position fermée, donc pour vraiment être sous couvert tout le long du processus. Enfin, j'ai nommé plusieurs recommandations, plusieurs actions, des actions à court terme, à moyen, à long terme. Il y a beaucoup de partenaires qui ont des leviers. Il n'y en a pas juste un. Il faut agir ensemble. Donc, pour y arriver, on pense qu'il faut se donner aussi un mécanisme de gouvernance à l'échelle de la CMQ. Quand on pense au transport, à l'aménagement du territoire, aux matières résiduelles, c'est des enjeux qui dépassent un quartier ou la ville de Québec. Et donc, on constate aussi que les comités en place sont essentiels et jouent des fonctions essentielles, mais il y a certaines limites quant aux leviers qui sont disponibles et quant aux partenaires présents. Et donc, on pense qu'il faut mettre l'accent sur le leadership à haut niveau avec les élus, l'implication de tous les secteurs, notamment plus grande implication des transports, la surveillance de la qualité de l'air et la transparence dans l'information. Et finalement, pour y arriver, on pense on recommande de se donner des cibles qui vont nous aider progressivement à tendre vers les lignes directrices de l'OMS pour la santé. Ça ne serait pas réaliste l'année prochaine, dans un an, de respecter les lignes directrices de l'OMS. Par contre, si on veut y arriver, bien, c'est en se donnant des cibles qu'on peut y arriver. Donc, on recommande de se donner des cibles justement à travers le mécanisme de gouvernance qu'on a parlé. Comme direction de santé publique, on agissait sur la qualité de l'air avant, on va continuer de le faire, ça demeure une priorité pour nous. En quelques mots, nos engagements qui sont dans le document. Donc, on va évidemment promouvoir les recommandations auprès des partenaires, des acteurs, collaborer, assurer un suivi. On veut surveiller les impacts de la pollution de l'air sur la santé à Québec, rapporter aussi les concentrations. On veut travailler avec le milieu de la recherche à Québec pour développer plus de capacités sur la qualité de l'air, notamment pour mieux modéliser les impacts, les émissions. On va poursuivre l'animation du CISTEL en l'orientant évidemment vers les recommandations. On va continuer de participer au comité de vigilance. On commence justement une tournée des conseils de quartier et on va collaborer avec l'ensemble du CIUS et des autres du CHU de Québec, l'UCPQ, pour agir de façon exemplaire. Et justement, ce soir, c'est pas la fin, c'est le début d'une tournée. Donc, il y aura plusieurs rencontres publiques auxquelles les citoyens sont conviés avec les conseils de quartier. Les dates ont été choisies par les conseils de quartier. Donc, ça sera une occasion d'échanger à chaque fois sur les enjeux propres à chaque quartier, avec les gens aussi qui ont eu le temps de lire les rapports. Merci, Dr. Robert. Je vais y aller d'une assez brève conclusion. Comme vous voyez, c'est une démarche quand même assez extensive où on estime avoir beaucoup appris. On a maintenant une meilleure compréhension commune des enjeux de qualité de l'air. Quand on dit commune, c'est du fait d'avoir fait ce travail-là avec le comité conseil qu'on a évoqué tout à l'heure. On sait que les impacts de la pollution de l'air viennent principalement des particules fines et du dioxyde d'azote, qui sont liés au chauffage au bois, au transport, à plusieurs activités économiques. Puis que ça concerne, oui, les quartiers de Limoilou, Vanier, Basseville, mais aussi le reste de l'agglomération de Québec. Mon environnement, ma santé, ce projet-là n'est pas en soi une fin, mais on pense que c'est un projet qui peut donner un nouvel élan, pardon. Ça peut apparaître ambitieux comme recommandation, mais ça nous apparaît quand même réalisable. On reconnaît que ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça reste complexe, mais que ça ne se fera pas non plus par un seul acteur. Ça prend beaucoup de gens qui ont des leviers compte tenu de l'ensemble des recommandations qu'on a évoquées ce soir.
Donc, la qualité de l'air, pour nous, c'est un enjeu qui est collectif, qui doit exiger des solutions collectives. Perdre. Les résultats du projet montrent l'importance de considérer davantage les impacts de la pollution de l'air dans les choix de société concernant l'énergie, l'économie, les modes de transport, l'aménagement du territoire, les modes de consommation. Nous avons l'opportunité de faire converger des efforts tant en matière d'amélioration de la qualité de l'air que de lutte à l'égard des changements climatiques. Nous devons considérer la transition énergétique, la lutte au changement climatique, l'aménagement du territoire, la mobilité durable, de manière intégrée pour tendre simultanément vers une meilleure qualité de l'air. Les décisions d'aménagement et de transport qu'on prend maintenant peuvent et doivent être compatibles avec un avenir décarboné et propre. Donc, réduire les émissions de polluants, ça procure aussi d'autres bénéfices sur la santé, des quartiers moins bruyants, des quartiers plus verts, un mode de vie plus actif, une économie plus verte. Pour améliorer la qualité de l'air et la santé, on va avoir besoin de l'appui de tous les acteurs dans l'agglomération de Québec. Faisons de la Ville de Québec une pionnière. Nous devons nous allier tout le monde ensemble, les décideurs, élus, parties prenantes, citoyens, dans un but commun d'améliorer la qualité de l'air extérieur et la santé de tous les citoyens de la Ville de Québec. Évidemment, notre première préoccupation, moi, à titre de directeur de santé publique, nous, dans le travail qu'on vous présente, c'est cette primauté, cette préoccupation de la santé de l'ensemble des citoyens. Donc, de notre côté, comme on vous a évoqué dans nos engagements, on compte continuer d'être là pour accompagner nos partenaires dans la mise en œuvre. On a déjà des liens avec la Ville, avec la communauté métropolitaine de Québec, avec le ministère de l'Environnement, avec certains acteurs économiques, avec les conseils de quartier. On va avoir aussi le souci d'être exemplaire au sein de notre réseau de la santé et des services sociaux. Donc, tout ça, ce sont de gros chantiers. En terminant, je rappelle qu'on prévoit faire une tournée des conseils de quartier. On invite les groupes citoyens, les groupes environnementaux, les conseils de quartier à participer à notre tournée communautaire. Ça va laisser un certain temps, quelques semaines, un mois à la population de pouvoir bien s'approprier les documents. Donc, encore une fois, je réinsiste, ça ne se termine pas ce soir, ça débute pour nous. Puis, ça débute dans un contexte où plus on va être capable de travailler ensemble, plus on est susceptible d'obtenir les résultats qu'on va souhaiter. Merci de votre écoute. Merci beaucoup.